Ce balado est produit par OnPod, un studio de contenu vidéo près de chez vous. Bienvenue à cet épisode de Point d'Expert. Aujourd'hui, on reçoit Joëlle et Stéphanie qui ont développé une expertise dans l'évaluation de la qualité des interactions, principalement au travail. On va en discuter avec elles aujourd'hui. Bonjour Stéphanie et Joëlle. Bonjour. Bienvenue Salut. dans ce merveilleux studio de OnPod. Premier tournage pour le studio de Laval qui peut accueillir 4 invités, donc vraiment excitant. Merci de faire ça avec nous. Quand on parle d'évaluation dans la qualité des interactions en une phrase, qu'est-ce qu'on veut dire? En fait, ce qu'on veut dire avec l'évaluation de la qualité des interactions professionnelles ou au travail, pour nous, ça a vraiment une grande valeur de prévention. Donc, prévention, si on parle de harcèlement, si on parle de risques psychosociaux, si on parle de facteurs de risques psychosociaux, si on parle de santé psychologique au travail, si on parle de bien-être au travail, pour nous, c'est vraiment l'espèce de grand chapeau là, sous lequel se cachent tous ces éléments-là qui peuvent soit être des facteurs de risque ou des facteurs de protection. Donc, pour nous, la qualité des interactions, c'est vraiment, je dirais, l'espèce de couteau suisse là, de la prévention. Puis, quand on parle du côté risque, qu'est-ce qu'on peut observer qui nous indique qu'il y a un risque, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut observer? Bien, je pense qu'on peut observer beaucoup l'impact ou les réactions des gens. Tu sais, par exemple, puis tu sais, on en parlait un petit peu tantôt avant d'enregistrer, mais tu sais, au niveau, par exemple, de la reconnaissance, ce qu'on entend beaucoup, c'est les gens sont comme, bien, j'en fais de la reconnaissance, j'en donne de la reconnaissance et ça n'a pas d'impact ou ça n'a pas les impacts que j'aimerais. Donc, nous, souvent, ce qu'on dit, c'est, bien, est-ce que tes actions de reconnaissance vont viser les bons besoins pour les personnes que tu accompagnes dans ton entreprise, par exemple? Parce qu'il y a une forme de reconnaissance qui peut être une reconnaissance de la personne. Ouais. Bien, à ce moment-là, on va aller chercher le besoin qu'on va appeler un peu plus d'appartenance. Mais si je veux que la personne monte en compétence, bien, ce type de reconnaissance-là n'aura pas cet impact-là. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de beaux impacts, mais ce n'est pas celui que je recherche. Donc, pour ça, il faut que je donne du feedback, il faut que je donne de l'espace à la personne, il faut aussi que je lui donne un cadre qui est clair. Il faut que je lui donne des objectifs qui sont clairs aussi. Donc, c'est un petit peu ce que ça permet là, au niveau d'observer la qualité des interactions au travail. Puis, quand dans votre expertise, quand vous procédez à cette évaluation-là de la qualité des interactions au travail, ça ressemble à quoi? Donc, vous vous asseyez, vous regardez? Oui, en gros, c'est vraiment ça. On s'assoit, on essaie de se faire oublier, puis on observe, on prend des notes. Généralement, les gens, ça les surprend. Là. Ils se disent qu'on va se faire remarquer, que les gens ne seront pas au naturel, mais c'est quand même très surprenant à quel point le naturel revient au galop. Puis on ne peut pas être en interaction puis contrôler consciemment ce qu'on fait, sachant que quelqu'un est en arrière en train d'observer, parce qu'on ne peut pas être à 2 places en même temps. Donc, en interaction, on est en interaction généralement. Le naturel revient au galop vraiment très vite. Ah ouais, comme dans Occupation Double. Genre. Puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi un ajout qu'on fait à ça, c'est qu'on développe actuellement, en fait, depuis déjà quelques années, un outil pour faciliter cette observation-là de la qualité des interactions parce qu'on nous dit souvent, bien, si c'est quelqu'un qui observe, est-ce que c'est pas subjectif? C'est Au ça, final, il n'est pas là en train de stalker, puis de il y a une méthode. Il y a une méthode, il y a un outil, il y a des façons d'observer, il y a des façons de s'introduire aussi dans un groupe quand on fait ce type d'observation-là. Mais il y a surtout une méthode, oui, une approche, je dirais, à utiliser qui nous permet, sous différents domaines, dimensions, indicateurs et marqueurs comportementaux, de vraiment observer de façon précise certaines choses. C'est pas « moi, j'aime pas ce type d'interaction-là ». Me semble qu'elle est bête. Me semble qu'elle est bête. Okay. Me semble qu'elle pourrait être un peu plus enjouée. Me semble qu'elle pourrait être un peu plus motivée aujourd'hui. On n'est pas là du tout. Elle dit salut, elle aurait pu dire bonjour, comment ça va? C'est ça. C'est pas ça. On s'enfarge pas du tout dans les fleurs du tapis. Puis en fait, ce qu'on essaie de dégager avec ce fameux outil-là, c'est vraiment justement d'aller dégager ce qui compte le plus. Qu'est-ce qui va faire vraiment un impact pour favoriser aussi la motivation, l'engagement? Parce que c'est un autre élément de la qualité des interactions, c'est que ça va avoir un immense impact sur notre motivation, notre engagement au quotidien. Donc, pour les gens qui cherchent vraiment à justement, on l'entend souvent, là, comment je motive mon équipe? Bien, c'est vraiment en installant un environnement autour des gens, puis dans notre cas, c'est un environnement qu'on va appeler social, pour permettre que les gens soient le plus possible motivés, engagés, parce qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, ultimement,
Mais Non. ce sur quoi on a du contrôle comme gestionnaire ou dirigeant, c'est l'environnement qu'on offre à nos équipes. Ben oui, tout à fait. On peut pas dire motive-toi, là. Non, c'est Rentre ça. plus hype le matin. Non. C'est Ça pas serait ça le qu'on fun, mais ça on- dure pas dans le temps. Non. Ouais, c'est ça. Ça va plus être dans le paraître. Puis, développer un outil, donc, vous avez bon, un champ d'études particulier, là. Je vous laisse le nommer pour être sûr de ne pas me tromper. Oui. Dans le fond, moi, je viens du domaine de la psychoéducation. Donc, j'ai bac maîtrise en psychoéducation. Ouais. Moi, je viens du milieu de la psychologie et de l'éducation. Donc, j'ai une maîtrise en éducation et un bac en psycho. Mais l'outil qu'on fait en ce moment s'inscrit vraiment en psychologie organisationnelle. On travaille d'ailleurs avec des chercheurs à le valider en ce moment, des chercheurs en psychologie organisationnelle, justement. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'on n'a pas parlé d'ARH, là. Non, Mais on non. parle d'interaction. Fait que là, on parle de psychologie organisationnelle parce qu'on l'entend sur le marché. Des fois, c'est hey, ça, il me semble que c'est dans la cour des RH. Ça, c'est dans la cour des RH. Fait que si les gens ne s'entendent pas bien, c'est un problème de RH. Ça serait quoi votre point de vue là-dessus? C'est intéressant. Oui, c'est vraiment une question intéressante parce que, oui, ça tombe souvent dans leur cours. Puis nous, on se positionne beaucoup. Puis on a plusieurs personnes dans notre cercle actuellement, puis qu'on développe de plus en plus. Justement, nous, on se positionne comme étant un peu le bras droit des RH sur cet aspect-là, parce que, qu'on le veuille ou non, ça tombe, on le disait souvent dans leur cours, ça leur prend plus d'outils, des approches aussi qui sont mieux adaptées, mais aussi qu'elles peuvent, je dis elles, là, je m'excuse, parce que c'est souvent des femmes, nous, qu'on voit là, dans nos accompagnements et tout ça, mais c'est vraiment de mieux les accompagner, de mieux aussi s'outiller pour adresser ces situations-là, puis qu'elles puissent un peu faire des petits avec ça aussi, je m'explique, mais qu'elles puissent mieux aussi accompagner les gestionnaires dans la qualité des interactions qu'ils ont avec les employés, parce qu'on le sait, la qualité de la relation avec le gestionnaire va déterminer de beaucoup la performance, puis je dirais même, j'oserais dire, le bien-être des employés dans un quotidien. Tout quand on est dans une relation de proximité avec son gestionnaire, ben si cette relation-là est positive, tant mieux. Si elle ne l'est pas, c'est un peu... Ça l'impacte aussi dans une autre direction. Exactement, dans la direction qu'on ne veut pas nécessairement aller. Donc, ça se veut pas en opposition, ça se veut pas... ça se veut vraiment complémentaire, notre approche, avec une approche qu'on pourrait plus qualifier en ressources humaines, je dirais. Puis, vous, les deux, vous avez fondé B2 Consultation. Oui. Donc, vous avez choisi d'aller vers l'entrepreneuriat. Oui. B2 a combien d'années de naissance, de vie? 3 ans, 3 ans. depuis tout récemment, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à faire le saut puis dire « Hey, on y va dessus » ? C'est toute une démarche, c'est une histoire un peu longue que je vais tenter d'écourter un peu, mais dans le fond, l'outil qu'on développe en ce moment, c'est un outil qu'on utilisait dans notre ancienne vie alors qu'on était des consultantes en éducation. Donc, on accompagnait des directions et des équipes éducatives en milieu petite enfance. Et puis, c'est un outil qui est utilisé à travers une démarche qui est imposée par le gouvernement du Québec, par le ministère de la Famille. Et puis, donc, on était les formatrices et expertes utilisatrices, donc observatrices nous-mêmes à cet outil-là. Puis dans nos accompagnements auprès des équipes éducatives, des gestionnaires, les gestionnaires n'arrêtaient pas de nous dire « Oh mon Dieu, ça me prend un outil comme ça pour moi. » Parce que là, je sais qu'est-ce que mon éducatrice a besoin de faire pour soutenir le développement de l'enfant. Mais moi, comment je soutiens mon éducatrice à ce qu'elle se développe professionnellement puis qu'elle soit la meilleure version d'elle-même au travail? Puis bien, parallèlement à ça, on avait des amis nous-mêmes dans notre propre vie professionnelle où on a eu ce genre de réflexion-là de dire mon gestionnaire, en ce moment, il ne m'aide pas autant qu'il le pourrait, ou voire pas du tout, ou voire des fois même, il ou elle nuit. Puis c'est souvent pas de la mauvaise foi ni de la mauvaise volonté, c'est un manque d'outils puis de connaissances sur comment on peut se soutenir mutuellement dans nos interactions quotidiennes au travail pour être capable de donner le meilleur de nous-mêmes, finalement. Ce qu'on veut habituellement, quand on est employeur, on veut des équipes qui sont parées pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Exact. C'est ce qu'on souhaite. Puis c'était quoi vos premières erreurs que vous diriez comme entrepreneur dans ce merveilleux monde d'apprentissage? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Là. Je pense qu'on s'est lancé un peu à l'aveugle, très naïvement, moi, très je dirais. naïvement. Le tout pour le tout, en fait. Là, je pense que c'est un petit peu Drivé par la mission. Oui, ben parce qu'on y croyait tellement, puis on se l'était tellement fait dire, puis on était tellement convaincus qu'il y avait
un besoin pour un outil comme celui-là, parce qu'il y en a plein des outils dans le monde de management, RH, en psychologie organisationnelle aussi. C'est pas ça qui manque, là. On n'a pas nécessairement besoin d'un outil de plus, mais il n'y en a pas un qui permet d'outiller le regard comme celui-là et la compréhension de qu'est-ce que j'ai à faire pour améliorer la situation de façon très utilisable au quotidien. Puis on a de plus en plus de confirmation en ce moment du besoin pour un outil comme celui-là, mais on s'est un petit peu aussi lancé à l'aveugle que tout le monde le verrait aussi rapidement que nous, puis finalement, ça a pris 3 ans, mais ça s'en vient. Oui, tout à fait. Puis tu sais, je pense que aussi, tu sais, une erreur qu'on pourrait dire, puis sur laquelle j'ai l'impression qu'on travaille peut-être tout au long de notre jeune carrière entrepreneuriale, c'est de se mettre nous-mêmes des barrières, de dire « Ah, ben là, on n'est pas rendu à telle étape de développement et tout ça. » Là, on en voit dans d'autres podcasts, puis tout ça, puis les gens, tous de leurs conseils, « OK, quand tu es rendu à tant de revenus, tant de clients, tant d'employés, comme vraiment une recette. » Puis je sais que tout le monde dit qu'il n'y en a pas de recette, mais il y en a qui quand même, qui en parlent comme si c'était une recette. Mais je pense que c'est vraiment d'essayer aussi de le faire à notre manière, de pas justement prendre les conseils de tout le monde, parce qu'après ça, on devient complètement perdu, puis on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Fait que ça, vraiment aussi, je pense que ça a été... c'est quelque chose sur lequel on continue de travailler, parce que nous, on aime l'interaction, on aime les gens, on aime jaser avec les gens, on aime apprendre à connaître les gens. Et que des fois, c'est difficile de faire la part des choses entre est-ce que c'était un conseil vraiment dont j'ai besoin, est-ce que ça s'adresse vraiment à moi, ou la personne voulait bien faire, mais c'est peut-être pas pour moi pour l'instant. Puis ça serait quoi comme la difficulté propre au fait de partir en affaires en duo? Oh, on a vraiment la même réaction. En plus, c'est très drôle, ça. Dans notre cas, il y en a. Il y en a, assurément. On s'en fait parler, on en voit. Ça sera peut-être plus un duo à la fin de cet épisode. Mais en fait, non, je ne penserais pas, parce que Stéphanie et moi, ça fait quand même 9 ans qu'on travaille ensemble. Ça fait pas 3 ans qu'on travaille ensemble. Puis on se connaît en dehors de l'entrepreneuriat commun et conjoint, parce que c'est vraiment ça. Fait que donc, tu sais, moi, j'ai vu Stéphanie évoluer. Là, j'ai eu quelques années de plus qu'elle. Elle était dans mon équipe, dans le fond, dans notre ancien travail. Puis j'ai rapidement vu des qualités en elle que je me suis dit, c'est sûr que partir en affaires avec elle, j'ai totalement confiance. Puis je sais aussi qu'on est capable d'avoir des conversations. On est capable d'avoir des conversations difficiles, se dire les vraies affaires de façon authentique, puis d'être accueilli aussi dans ce qu'on a à dire. Fait que je pense que c'est des éléments essentiels si on veut se partir à 2, voire à 3, d'être capable d'avoir ce lien-là. Oui. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, oui, une difficulté, puis il y a beaucoup de gens, tu sais, je pense que quand... C'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, mais je pense que quand on devient entrepreneur, je pense qu'on a beaucoup quand même de drive, on a des objectifs, on a des ambitions. Mais parfois, quand on est 2, ça demande un peu plus de compromis ou un peu plus de discussion. Même si la ligne directrice est super claire, des fois, ça se peut qu'on ait une vision qui n'est pas exactement la même, où on met notre énergie, qu'est-ce qu'on développe, de quelle façon. Puis, tu sais, l'outil qu'on développe, ça en a été même si c'est quelque chose qu'on a en tête depuis le début, trouver de la place, trouver du temps, trouver de l'énergie pour développer cet outil-là, ça a été un combat là, de tous les instants. Là. Puis vraiment, on a réussi justement grâce à des conversations difficiles, mais je pense que c'est ça, une des difficultés, c'est quand tu n'arrives pas à aller au fond des choses avec soit ton cofondateur, par exemple. Tu traînes. Oui, puis ça peut vraiment aller se répandre dans toutes les autres opérations là, de l'entreprise. Donc, c'est vraiment important d'être à l'aise. Ce qui est le fun aussi, c'est que bon, nous, on est dans le milieu de la relation d'aide. Vous seriez mal chaussé de pas... En tout cas, disons que c'est un peu plus naturel là, pour nous. Ceci étant dit, les premières conversations comme ça qu'on a eues étaient vraiment difficiles parce que ça te met face à toi-même, ça te met face à la perception que tu as de toi, mais aussi celle que tu veux donner. Tu sais, on se lance en affaires, on veut être fort, on veut réussir, on veut y mettre tout, mais des fois, de dire hey, « j'ai de la misère, c'est difficile pour moi », c'est très vulnérabilisant. Puis les premières fois, c'est très inconfortable. Mais plus qu'on le fait, puis qu'on est bien accueilli là-dedans, plus ça devient facile de le faire. Fait que maintenant, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de freins. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, là, parce que
Il y a tout le temps un petit quelque chose à surmonter là, pour être capable de oui. verbaliser. Ben, ça Mais- reste des conversations difficiles Exact. quand même. Ben oui. Exact. Comme Mais viendront sont pas. moins difficiles que les premières fois. Je pense que Sont plus structurés ou réfléchis ou adressés, peut-être. Mais en fait, je Ouais. pense qu'on a moins peur de la réaction. Ouais. On est plus dans... On le sait qu'on va être bien accueilli, fait que c'est beaucoup plus facile. Il y a moins de Ouais. freins. Puis, tu sais, ça reste que, comme dans toute relation, qu'on parle employeur-employé, qu'on parle d'une relation de couple, qu'on parle d'une relation de cofondatrice comme nous, ça reste du travail Oui. d'être en relation avec les autres. Puis, s'il y a un message que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que pour que ça se passe bien dans un milieu de travail, c'est pas nécessairement que tout le monde s'entende bien toujours. C'est utopique de penser ça. Oui. Puis c'est pas ça qu'on veut avoir l'impression de mettre de l'avant, parce que qualité des interactions, c'est comme, OK, c'est le top, puis on est toujours parfait. Au contraire. Non. C'est justement de savoir adresser ces situations-là, savoir adresser nos inconforts, savoir adresser nos parts d'ombre, mais Puis les aussi- les Oui, accueillir exact. aussi. Oui, Parce parce que que... c'est 50-50. Oui, Exact. oui, parce que les autres sont le reflet. Tu sais, les autres, c'est ça, c'est un peu un miroir de Ouais. qui on est. Là. Puis tu sais, au travail, des fois, ben, on accorde beaucoup, beaucoup d'importance, puis c'est correct aussi au travail, mais parfois, ça peut avoir des gros impacts sur comment on se perçoit. Donc, ça reste du travail, ça reste des efforts. Puis moi, je le dis souvent dernièrement, mais le prix de l'appartenance, c'est d'être un peu irrité par les autres des fois, c'est d'être un peu impatient, c'est d'être un peu frustré, c'est de se sentir pas écouté, mais il faut avoir l'autre penchant. Ça n'existe pas en vase clos, l'appartenance. Ah, j'appartiens à un groupe, j'appartiens à une entreprise, j'appartiens à une équipe. C'est vraiment pas un long fleuve tranquille, là. C'est ce qu'il faut s'enlever de la tête, c'est pas l'objectif à atteindre non plus. Puis, avez-vous un exemple, justement, des résultats qu'on peut avoir en faisant, justement, ces interventions-là, en améliorant la qualité des interactions au travail? Oui. Bien, une affaire qui est vraiment magique, je trouve, là, pour nous, quand on accompagne les gens à développer ces réflexes-là, à voir les choses sous cette lumière-là, c'est qu'il y a un avant puis un après. Un coup qu'on comprend quelque chose, qu'une switch qui allume, ben, est allumée, puis elle ne peut plus se fermer. À partir du moment où tu as compris une dynamique, où tu as compris pourquoi telle interaction a tel impact, bien, après, tu le sais. Ça a comme été déclotché en bon français, là. Exact. Ouais. Fait que ça, pour nous, c'est vraiment... c'est là qui est la paye parce que tu te dis, ben OK, la personne, elle vient de comprendre quelque chose qui va lui servir toute sa vie. Puis oui, au travail, mais probablement dans toutes les relations qu'elle va avoir dans sa vie. Fait que l'impact est exponentiel. Et durable. Ouais. Puis je dirais aussi, dans le cas où on peut aussi faire un peu de la sensibilisation dans les équipes, sans nécessairement aller jusqu'à une observation. Il y a des gens qu'on est conscientes, ils sont peut-être pas rendus là, on les accompagne au rythme qu'ils ont besoin, mais des fois, juste de s'asseoir ensemble, puis de discuter d'un sujet, puis de comprendre ces éléments-là ensemble, j'ai envie de dire que ça amène aussi une espèce de vision commune, une espèce d'objectif commun. Fait que c'est un des impacts aussi que ça peut avoir un peu de s'attarder à ces sujets-là, que des fois les gens sont comme, bon, OK, quelle case on va cocher un peu dans ce... Puis c'est normal. Dans les entreprises, on le comprend, le temps, c'est de l'argent, souvent. Par contre, on sous-estime l'argent qui se perd et qui ne fait pas partie de notre bilan financier quand les gens se sentent non reconnus, qui ont une charge de travail qui est insoutenable ou encore qui n'ont pas d'autonomie décisionnelle. Ça coûte d'autant plus cher. Donc, ce qu'on dit souvent aux gens, c'est pas obligé d'être des grosses actions. Il faut avoir des actions qui répondent aux bons besoins. Puis ça se fait pas en claquant des doigts. Il faut s'y former ensemble, il faut s'y sensibiliser ensemble. Fait que c'est un autre impact aussi qu'on voit. Puis là, avec vos multiples interventions, on veut savoir qu'est-ce qu'on observe le plus souvent comme défi dans les interactions quotidiennes en milieu de travail. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est on observe beaucoup de gens qui ont un grand besoin d'être vus et entendus, tout simplement. De sentir qu'ils font partie de l'équipe, de sentir que leur opinion est importante, même si on ne va pas de l'avant avec leur idée. Juste de savoir OK, ben moi, j'avais quelque chose à amener. On a ouvert la porte à ce qu'on amène des idées. Moi, j'ai partagé mon idée. J'ai été accueillie correctement.
Puis, on m'a expliqué, le cas échéant, si on n'allait pas de l'avant avec cette idée-là, puis c'est tout. J'ai pas besoin de plus que ça. C'est des choses qu'on voit beaucoup, puis on voit beaucoup des gens, on dirait aussi, qui veulent beaucoup aller, je dirais, au-devant de certains besoins, mais sans les comprendre vraiment. Puis moi, je le dis maintenant souvent aussi, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que ça peut devenir dangereux à la longue d'apporter la bonne réponse, la bonne solution au mauvais problème. Ce qu'on voit beaucoup, c'est il y a plein de symptômes qui se passent comme du désengagement et tout ça, mais c'est pas la cause. La cause est plus loin, elle est en dessous. Il faut aller s'y attarder, il faut s'intéresser aux gens, il faut être à l'écoute, il faut observer ce qui se passe. Mais c'est souvent pas là où on porte notre attention, puis c'est surtout sur les symptômes qu'on va vouloir agir. Puis c'est pas que c'est mal en soi, au contraire, ça veut dire qu'on est nous-mêmes engagés puis qu'on veut répondre aux besoins de notre équipe. L'intention est là. Mais si t'arrives avec ta boîte de beignes à chaque vendredi au bureau alors que tes gens te font des signes que les communications sont pas transparentes ou ben ça va pas puis ça crée du cynisme 100%. aussi là. Exact. 100%. Si moi j'arrive pas à la fin de ma semaine puis sans que j'ai goût de faire un petit aparté sur la charge de travail parce que ça nous passionne vraiment beaucoup. Mais tu sais, la charge de travail, ce n'est pas le temps de travail. Exact. C'est pas parce que sur ma feuille de temps, j'ai 37,5 heures que ma charge de travail est de 37,5 heures d'attitude. Si c'était le cas, on n'aurait pas toutes les conversations qu'on a aujourd'hui autour des facteurs de risque psychosociaux, au niveau de l'épuisement professionnel, etc. C'est vraiment la charge que ce travail-là a. Est-ce que les consignes sont claires? Est-ce que j'ai les outils pour y arriver? Est-ce que j'ai le soutien quand j'en ai besoin? Est-ce que j'ai des interruptions qui doublent littéralement l'énergie que je dois déployer pour le faire, le travail? Vraiment. Puis est-ce que j'ai l'espace aussi pour faire le meilleur travail que je peux, tu sais? Donc, il y a vraiment tous ces éléments-là à prendre en considération. Mais si quelqu'un est complètement surchargé, mais qu'on fait juste regarder la feuille de temps, où on l'entend, t'as juste part à 5 heures. Là. Arrête de rester au bureau, tu sais. Tout à fait. Délègue, oui. Délègue. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est vraiment des éléments qu'on voit assez souvent. Assez souvent. C'est sûr que non, on ne va pas l'observer, la charge de travail nécessairement. Là, c'est les gens qui vont nous en parler. Mais je dirais qu'on observe justement beaucoup, puis beaucoup des fois de réactions face à ces situations-là. C'est quelqu'un qui est surmené, surchargé, il a la mèche courte, il n'a pas le goût de participer, il a la tête baissée, il donne pas son opinion, il donne pas ses idées. Là, on va dire que la personne est désengagée. Mais en fait, la personne est surinvestie dans son travail. Mais ce qui fait que là, elle n'a plus d'énergie, elle ne peut pas participer à la hauteur de ce qu'elle pourrait donner. Sinon, de mettre le blâme sur la personne, alors que, on l'a dit tantôt, c'est l'environnement. C'est l'environnement, tout à fait. Est-ce que vous avez justement pour ce domaine-là ou pour l'entrepreneuriat en général, des références, un livre, une personne que vous aimez suivre puis que vous recommandez souvent? Absolument, absolument. Je dirais près de nous ici au Québec, il y a le professeur Jacques Forêt. Vraiment intéressant. Toutes les questions au niveau de la motivation, autour des besoins psychologiques fondamentaux. Nous, c'est vraiment une grande source, d'inspiration, mais aussi des fois de challenge, parce qu'on lui présente parfois des éléments de notre travail, on lui pose des questions, on va voir des conférences, etc. Donc, vraiment, si la question de la motivation et de l'engagement vous intéresse, c'est vraiment absolument une personne à suivre de près. Sinon, il y a aussi Jean-François Berthelet, qu'on adore, qui a été un de nos chargés de cours à HEC pendant notre DESS en développement organisationnel. Puis, lui, il est très actif aussi sur les réseaux sociaux. Il signe des articles dans la presse. Il y a un balado aussi sur Radio-Canada. Bref, lui, tout ce qui touche le développement organisationnel, dans le fond, il en discute. Il en parle d'un angle qui est très intéressant, un peu de touche d'humour. Très accessible. Toujours appuyé sur la recherche. Fait que ça nous plaît beaucoup. On aime ça, de l'information bien vulgarisée et fiable. Oui, exactement. Tout à fait. Exactement. Puis je dirais au niveau plus international, on aime beaucoup des auteurs comme Adam Grant, qui est beaucoup sur, je dirais, l'esprit critique, l'action de repenser, de re-questionner nos convictions, ce à quoi on croit, de se positionner pour bien faire passer nos idées sans tomber dans des pièges de communication aussi. Ça, c'est vraiment intéressant.
Puis une qu'on redécouvre à chaque fois, mais c'est Brené Brown, qui est une travailleuse sociale, je ne me trompe pas, même qui est maintenant chercheur, qui a vraiment développé une espèce d'institut du leadership qui est toute basée sur des questions comme l'empathie, le courage, qui a étudié aussi la honte, la vulnérabilité. C'est toutes des choses dont on a vraiment besoin, mais qu'on catégorise encore de soft là, dans nos milieux de travail, mais qu'en fait... les soft skills commencent à être moins soft là, en ce moment. Oui. Mais fondamental aussi, là, tu sais, se montrer vulnérable, c'est inconfortable, un peu comme ce qu'on discutait tantôt, mais c'est essentiel si on veut avancer ensemble. 100%. Puis, si on a envie de suivre votre contenu, ce que vous partagez, on vous retrouve où, les filles de B2 Consultation? B2 Consultation, une page professionnelle sur LinkedIn. On a aussi nos pages personnelles sur LinkedIn toujours. On a aussi une page Facebook. Parfois, on se risque un peu sur Instagram, là, mais c'est plus quand on a du temps de libre, ce qui n'arrive pas vraiment souvent. Mais on est vraiment en mode, on veut parler, on veut interagir avec les gens, on veut en apprendre sur les défis, on veut conseiller, on veut soutenir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter vraiment. Prenez rendez-vous. Nous, on veut jaser avec le plus de monde possible. Puis on a notre blog aussi sur notre site Internet. Oui. Il y a plusieurs articles qui sont assez intéressants, mais succincts sur les différents sujets dont on a parlé aujourd'hui, entre autres. Oui. Merveilleux. Ben merci d'être venus à Point d'Expert, les filles de B2 Consultation. Merci à toi. Joëlle et Stéphanie. Merci. Merci beaucoup.